C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la décision de la Haute Cour constitutionnelle publiée mercredi dernier confirme la possibilité pour le président de la République, Andry Rajoelina, de se présenter à la présidentielle de novembre s'il le souhaite, a indiqué la ministre de la Justice ce jour. Elle a également rappelé que le président n'a pas demandé la déchéance de sa citoyenneté malagasy. Détails sur les images de Yves Janel. Selon la décision de la Haute Cour constitutionnelle publiée mardi dernier, la requête en invalidation de la candidature du président Andry Rajoelina à l'élection présidentielle de 2018 par Fanirsu Ernaev est frappée de forclusion et est irrecevable. Selon la loi, le délai de recours est fixé à 2 jours après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. La HCC précise également qu'en tout état de cause, ni la juridiction constitutionnelle, ni aucune autre juridiction issue de la fonction juridictionnelle ne peut s'immiscer dans les compétences dévolues par le constituant au pouvoir réglementaire pour constater la perte de nationalité, et ce, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, que de tout ce qui précède, il ne relève pas de la compétence de la Haute Cour constitutionnelle de dire et de juger si le président a perdu la nationalité malagasy. La ministre de la Justice, Ranjamanatena Souland-Boulatine, a également rappelé ce jour que le président en exercice n'a pas fait une demande auprès du gouvernement concernant la déchéance de sa nationalité malagasy. Toujours selon cette décision de la HCC, le décret numéro 046/881 du 19 novembre 2014 portant acquisition de la nationalité française du président Andry Rajoelina a été publié au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2014 et est visible par tous depuis cette date. Ainsi, la plainte faite par Fanirsu Ernaev est irrecevable. Compte tenu de ces faits, d'après la ministre de la Justice, le numéro 1 de Madagascar peut se présenter à sa propre succession pour les élections de novembre. Et en économie, un guichet unique d'exportation sera mis en place au Mining Business Center Ivatu. Toutes les entités concernées par l'exportation d'or et de pierres précieuses y seront installées. Détails sur les images de Yves Janel. Le décret 2023-334 du 31 mars 2023 lève le gel de l'exportation de l'or à Madagascar. Néanmoins, plusieurs étapes sont encore nécessaires pour que ce soit effectif, notamment la mise en place d'un guichet unique d'exportation qui sera situé au Mining Business Center qui a été approuvé en Conseil des ministres hier. D'après le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakutmalala Erndjan-Olivier, l'administration des mines, l'administration des impôts, l'administration des douanes, le trésor public, le laboratoire des mines de Madagascar, l'Agence nationale de la filière or, la police nationale et la gendarmerie nationale y seront regroupés. Cela pour faciliter les procédures d'exportation de l'or et des pierres précieuses. La définition de la valeur marchande de l'or et la validation des critères d'agrément sont également des étapes à suivre avant la réouverture de l'exportation de ce métal précieux. Et le gouvernement veut que le prix de l'or s'aligne sur celui du marché international, a-t-il poursuivi. Toutes ces mesures sont mises en place pour éviter les exportations illicites et le non-rapatriement de devises. Dans les actualités également, les ministres ainsi que les fonctionnaires sont des citoyens et ont des responsabilités envers la société. Conscients de cette situation, les ministres ont nettoyé les rues de la capitale. Ils incitent également les citoyens de respecter la propreté et de jeter les ordures dans les bacs à ordures. Les détails. Les fonctionnaires du ministère de la Justice, conduites par la ministre, ont choisi de nettoyer la rocade Nyariv. Selon elle, c'est une participation citoyenne, mais aussi la concrétisation des lois adoptées à l'Assemblée nationale mentionnant la tenue d'un tanamar au moins une fois par mois.
De leur côté, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, les fonctionnaires du ministère et les organismes rattachés au ministère ont nettoyé la Rébus, le rond-point Nansan et le rond-point Anjanbevav. Par la même occasion, le ministre a incité les citoyens à ne pas jeter leurs ordures partout, mais de le faire dans les bacs à ordures. Selon lui, la propreté de la ville est un devoir de tous les citoyens. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et son ministère, ainsi que la commune urbaine d'Antananarivo et le RF2 ont nettoyé la NS Ampefilou jusqu'à la Réunion Kieli. Selon le ministre, c'est une démonstration d'union et de solidarité, surtout en cette période des Jeux des îles. Les délégations étrangères devraient découvrir une capitale propre, selon lui. Toujours dans le cadre des Jeux des îles, les taxibés de la capitale et ses alentours travailleront jusqu'à 21 h durant les Jeux des îles. Les coopératives sont également libres d'exercer où ils veulent à partir de 19 h sans avoir besoin d'une autorisation spéciale. Ces mesures ont été prises pour veiller au transport de ceux qui assistent aux diverses compétitions. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Les taxibés de la capitale peuvent travailler jusqu'à 21 h à partir de demain jusqu'au 3 septembre, si cela était limité à 20 h auparavant. De plus, à partir de 19 h, ils peuvent exercer où ils veulent. Ils ne sont donc pas contraints de respecter le circuit indiqué dans le cahier de charge. Le directeur général de l'ATT incite toutefois les conducteurs de respecter le code de la route pour éviter les accidents de circulation. Et puis 317 médailles seront à disputer lors de cette 11e édition des Jeux des îles organisée à Madagascar pour les 19 disciplines. Madagascar était premier en 2007 et est capable de remporter le maximum de médailles cette année selon les analystes sportifs. La Réunion et Maurice restent ses principales rivales dans la plupart des disciplines. Saï Sylvain. 485 athlètes malagasy porteront haut les couleurs du pays durant les 10 jours des Jeux des îles. Lors des précédentes éditions, Madagascar n'a manqué qu'une participation. Et dans le classement général, le pays se trouve à la 3e place avec, au total, 1188 médailles, dont 402 en or, 384 d'argent et 402 de bronze. C'était en 1990 et en 2007, période où l'on a organisé ces Jeux des îles, que Madagascar avait eu la première place. 390 médailles avaient été remportées lors de ces éditions. Les athlètes malagasy ont également brillé à Maurice en 2019, en obtenant la 2e place, avec 49 médailles d'or, 45 d'argent et 31 de bronze. Pour cette 11e édition des Jeux des îles, les athlètes malagasy sont motivés et capables de remporter un maximum de médailles durant les 10 jours des Jeux, notamment en athlétisme, où 150 médailles seront en jeu, dans la lutte et la natation. Madagascar est également considéré comme favori en sport collectif. On considère que les Barrières de Madagascar font figure d'épouvantail dans le domaine du foot après les nombreux bons résultats que nous avons obtenus sur le plan international au cours des 4 dernières années. De même pour le basket, le volley et le handball. Madagascar ne pourra que briller lors de cette 11e édition. Au vu des infrastructures, des équipements ainsi que de la préparation, on peut affirmer que le sport n'a pas été sous-estimé par le gouvernement actuel. D'ailleurs, d'après le 13e Vélrin du président de la République Andrazweln, le sport est la fierté du pays. Dans un tout autre sujet, le nombre de touristes en visite à Tirabeen est en hausse actuellement. À part les Malagasy, les Français sont les plus nombreux à visiter les lieux, suivis des Italiens. Le point avec Fin de scène Mireille. D'après les statistiques de ces 3 derniers mois, environ 200 touristes par semaine, soit 30 par jour, visitent Tirabeen, qui se trouve au sud de Madagascar. Un trajet en pirogue fait la particularité de cette visite. J'habite en France, sur Internet, une agence qui a proposé Madagascar pour la première fois, toutes leurs destinations. Donc par curiosité, j'ai dit je vais aller voir, je fais confiance à l'agence, donc on y va. Et voilà, et on est arrivé il y a 1 semaine. En partant d'Antananarivo, les touristes passent une nuit à Mianjvazu,
d'où ils partent tôt le lendemain. Après 20 km de route, ils font cap vers Mascampi, puis prennent un bateau ou une pirogue à N'Djamena. Une fois arrivés à Tirbine, le circuit se fait en 3 parties. La première, N'Djamena, d'Anousnampel, qui aboutit à la piscine et la cascade d'Anousnampel. Le second, d'Anousnampel en passant par le village Begidj et Ambatumsai. Le trajet dure 8 heures. Et la dernière, d'Ambatumsai vers Bel sur Tirbine, dont le trajet dure 3h30. De là, la plupart des touristes choisissent de rejoindre les Ting de Bémara. Et puis la tension entre les responsables gouvernementaux et les commerçants ambulants à Muramang, région d'Alochamangour, se poursuit, et cela depuis plus d'1 an, en raison des dispositions prises par la municipalité et l'OMC dans cette localité. Selon les informations, l'objectif des responsables est d'établir une bonne organisation de la ville. Les commerçants, pour leur part, ont déclaré que la décision prise était partiale, raison pour laquelle cela a provoqué des malentendus jusqu'à présent. Jean-Claude Ranjamalal pour faire le point. Le tronçon de route allant de Muramang jusqu'à Anus-Peanal a subi une réhabilitation et les vendeurs ont dû être expulsés de leur lieu de vente selon la confirmation obtenue lors d'un appel téléphonique avec les autorités de Muramang. Selon les informations, les vendeurs ont accepté d'être déplacés en raison de ces travaux de réhabilitation de route. La route réhabilitée n'a pas encore été inaugurée, alors que les commerçants ont commencé à revenir progressivement. Ainsi, des mesures ont dû être prises à l'encontre de ces derniers, selon la décision des responsables de l'OMC. Et c'est notamment à partir de l'application de ces mesures qu'a commencé le conflit qui a abouti à la confiscation des marchandises des commerçants et à l'arrestation de quelques commerçants. D'un autre côté, les commerçants ont déclaré que malgré cette disposition, il ne devrait pas y avoir de décision unilatérale, mais qu'il devrait y avoir quand même un dialogue pour trouver un terrain d'entente. Ces commerçants ont fait une manifestation à l'approche de la rentrée scolaire alarmant les autorités locales. Ils s'opposent aux violations des droits de l'homme, aux harcèlements et à la décision unilatérale. Selon leur explication, ils ont été également déplacés vers un endroit très peu passant. Les responsables gouvernementaux, quant à eux, affirment qu'ils sont actuellement en train de trouver des solutions permanentes pour résoudre au plus vite ce problème. À l'international, Evgeny Prigojine, le patron de la milice Wagner, est mort mercredi dans le crash d'un avion entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces derniers mois, il s'était graduellement imposé comme une figure incontournable de la guerre en Ukraine, capitalisant sur les difficultés de l'armée russe contre Kiev. Mais cette situation a généré de vives tensions avec l'establishment militaire russe jusqu'au point de rupture avec une rébellion armée en juin qui a finalement été avortée. Portrait. Du cuisinier de Poutine à l'un des hommes les plus puissants et riches de Russie. Evgeny Prigojine, né en 1961 à Saint-Pétersbourg, est considéré comme un proche du président Vladimir Poutine, sans néanmoins jamais faire partie du premier cercle. Dès son plus jeune âge, il se forge une réputation de délinquant et est condamné pour escroquerie et détournement de fonds. Il passera 9 ans derrière les barreaux. Libéré en 1990 après l'effondrement de l'Union soviétique, il se lance dans la vente de hot dogs. Ce sera le tournant de sa vie, qui le mènera à faire fortune dans la restauration de luxe. En 2000, il se rapproche de Poutine, fraîchement élu président. Sa société devient responsable de la préparation des repas du Kremlin, puis il remporte un contrat d'1,2 milliard pour fournir des repas à l'armée russe. Avec ses profits, il fonde en 2014 le groupe paramilitaire Wagner, qui opère dans le monde entier, notamment en Syrie, en Libye et en Afrique de l'Ouest, comme au Mali. Accusé de violation des droits de l'homme, le groupe de mercenaires fait face à des poursuites criminelles dans plusieurs pays. Prigojine se fait connaître à l'international quand Washington l'accuse d'ingérence dans les élections présidentielles de 2016, remportées par Donald Trump. Mais c'est avec ses 50 000 combattants impliqués dans la guerre en Ukraine que Wagner devient plus visible. Très présent sur les réseaux, leur leader n'hésite pas à attaquer, voire même insulter des membres de l'équipe de son président, comme le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
En juin dernier, Evgueni Prigojine mène une brève mutinerie contre Moscou. L'incident restera à ce jour la plus grosse atteinte au pouvoir de Vladimir Poutine. Depuis, Prigojine se tenait à l'écart des projecteurs jusqu'à récemment. Lundi dernier, il était apparu dans une vidéo vraisemblablement tournée en Afrique. On le voit comme à son habitude parler face caméra et suggérer que les opérations de Wagner grandissent la Russie et libèrent le continent africain. Ils se sont d'abord terrés des semaines chez eux, puis ils enfuient à pied, errant des jours, avant de trouver une échappatoire. Au Tchad, les réfugiés soudanais du Darfour racontent leur fuite à la merci des miliciens, leurs enfants sur le dos. Un reportage de France 24. Depuis le plus jeune âge, Arafa Ibrahim rêve de devenir médecin. Mais alors que le conflit continue de faire rage au Soudan, la jeune femme, aujourd'hui réfugiée au Tchad, commence à perdre espoir. J'ai débuté mes études en 2017, mais je n'ai toujours pas mon diplôme à cause des problèmes de sécurité. Il y a peu, ils ont détruit l'université et ça m'a détruit moi aussi. Je n'ai plus d'avenir. Je repars de zéro, c'est comme si je n'avais jamais étudié. À l'image d'Arafat, des millions de jeunes Soudanais sont aujourd'hui déscolarisés à cause de la guerre. Depuis le début du conflit opposant l'armée aux rebelles du RSF, plus de 10 000 écoles ont été fermées, détruites ou reconverties en centres d'accueil. Le ministre de l'Éducation a également annulé les examens de fin d'année dans les zones à risque, laissant l'avenir de l'éducation nationale en suspens. On a des problèmes de place. Certains élèves doivent amener leurs propres chaises. On manque aussi de manuels scolaires. Personne ne sait quand la rentrée aura lieu. Les ONG tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Ces enfants déscolarisés sont de plus en plus vulnérables face aux abus. Plusieurs rapports font état d'enfants recrutés par les milices ou les groupes armés. Des abus sexuels à grande échelle ont également été signalés. Face à un conflit qui s'enlise, l'accès à l'éducation se fait de plus en plus rare au Soudan. Selon les associations, le nombre d'enfants déscolarisés est passé de 7 à 9 millions depuis le mois d'avril. Et pour terminer, les Zimbabwéens ont voté mercredi dans un calme relatif, mais sans illusion, alors que l'opposition dénonce des fraudes et entraves ayant entaché le scrutin présidentiel et législatif. France 24. Ces électeurs sont du genre prévoyant. Arrivés devant leur bureau de vote des heures en avance, ils découvrent sur place que les bulletins n'ont pas encore été imprimés. Des noms d'électeurs manquent également sur le registre. Je suis prête à dormir ici. Je ne pars pas avant de voter. Mes enfants souffrent trop. Il n'y a pas de travail, pas d'éducation. On n'a pas les moyens pour la payer. Est-ce professionnel? Est-ce que cela montre une capacité à organiser une élection? La conclusion, c'est que nous, les citoyens du Zimbabwe, nous n'allons pas avoir confiance quand les résultats vont tomber, surtout si le président sortant l'emporte. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, fait face pour la deuxième fois au même candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, 45 ans, de la coalition des citoyens pour le changement. Chamisa voit dans les problèmes de l'organisation du vote une tentative délibérée d'influencer les résultats. C'est une manœuvre évidente. Ils visent les zones urbaines. Ils s'assurent que des bulletins manquent. Des ONG avaient critiqué les autorités pour avoir entravé, selon elles, les campagnes de partis de l'opposition. Le président sortant, lui, appelle au calme. La paix, avant, après et durant le vote. Emmerson Mnangagwa qui salue la forte participation des jeunes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Toute l'équipe de la rédaction vous donne dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.